Selon l'ouvrage de Guy Rochet, Introduction à la sociologie générale, la socialisation est le processus de socialisation des sujets humains, par quoi on entend la manière dont les membres d'une collectivité apprennent les modèles de leur société, se les assimilent et s'en font leurs règles de vie personnelles. Étant donné l'importance du processus de socialisation, nous consacrerons à son étude un chapitre entier, chapitre V. Il nous suffira donc pour le moment d'en traiter brièvement. Notion de socialisation. Les modèles culturels présentent ce caractère essentiel de n'être pas inscrits à la naissance dans l'organisme biologique de l'être humain. Ils ne sont pas transmis héréditairement d'une génération à l'autre. Chaque nouvelle génération doit apprendre les modèles de la société dans laquelle elle est appelée à vivre. Or, les travaux de Sigmund Freud et de ses disciples, de Mead et de Piaget, ont mis en évidence l'importance du processus de socialisation, par lequel les normes sociales sont intériorisées, assimilées, incorporées par la personnalité psychique et en deviennent partie intégrante. Par l'éducation et tout au cours de sa vie, l'homme développe des dispositions, des tendances et des besoins auxquels la conformité aux normes est la réponse désirée. La plupart des désirs, des attentes et des besoins de l'homme ne se forment pas à l'état libre, suivant une sorte de nécessité biologique ou même psychologique. Ils se précisent ou se canalisent en fonction des gratifications qui leur sont offertes, ils prennent forme et s'ancrent dans la mesure où ils reçoivent une réponse satisfaisante. Il ne faut d'ailleurs pas entendre ceci dans une perspective exclusivement hédoniste. Le désintéressement, le don de soi, l'esprit de sacrifice même le plus pur grandissent aussi pour répondre à un besoin, c'est-à-dire à une exigence de la représentation de soi et de la conscience morale. Il résulte du processus de socialisation que les modèles culturels, tout en étant dans la société, sont aussi en même temps dans les personnes membres de la société, tout en étant extérieurs aux personnes, comme Durkheim insistait à le dire, ils sont aussi intériorisés par chaque personne. Et par suite de cette intériorisation des modèles, la contrainte qu'ils imposent n'est plus ressentie par les sujets qui la subissent. Il paraît naturel à l'occidental de manger avec un couteau, une fourchette et une cuillère, autant qu'à l'oriental de manger avec ses doigts ou avec des bâtonnets. Ce qui est naturel, c'est que l'un et l'autre obéissent aux bonnes manières qui sont pratiquées dans leur milieu respectif, les règles elles-mêmes n'ayant qu'un caractère conventionnel et relatif. De même, la monogamie peut paraître à l'occidental la règle naturelle du mariage. Il faut pourtant concéder que pour bien des Africains, la polygamie paraissait et paraît encore plus normale. Pour la sociologie en tant que discipline scientifique, une norme n'est en soi ni meilleure ni plus morale qu'une autre, elle n'a pas de valeur absolue. Une norme est bonne et morale quand les membres d'une collectivité la reconnaissent comme telle, l'ont intériorisée et s'y conforment en accord avec leur conscience. Nous touchons ici au caractère non moral de l'approche sociologique, au relativisme inhérent à l'optique scientifique et qui distingue la sociologie de la philosophie et de la morale sociale. Mais nous touchons en même temps à la relativité des modèles. N'étant pas fixés héréditairement, mais appris, les modèles varient dans l'espace et dans le temps, ils varient d'une civilisation à l'autre, d'une société à l'autre, d'une classe sociale à l'autre, d'une université à l'autre, etc. Et dans le temps, les modèles changent, certains tombent dans l'oubli, d'autres demeurent en adoptant une nouvelle signification. Telle manière de faire, pourtant considérée il y a peu de temps encore comme sacrée et intangible, est aujourd'hui abandonnée et même oubliée. La société moderne, dans laquelle l'écart de mentalité entre les générations s'est accentué plus qu'en tout autre, illustre abondamment l'évolution rapide des normes de conduite, même en des matières pour lesquelles un tel rythme de changement aurait pu paraître impossible ou impensable peu de temps auparavant. Personne et société. En outre, le processus de la socialisation met une autre fois en lumière le fait sur lequel nous avons déjà insisté, à savoir qu'il n'y a ni opposition ni rupture entre la personne et la société, entre l'individuel et le collectif, mais plutôt continuité et interpénétration. Par suite de la socialisation des personnes, il y a, selon l'expression de Gurvitch, réciprocité des perspectives entre le psychologique et le sociologique, entre l'aspect subjectal de la conduite et l'aspect social. Il n'existe ni opposition ni rupture entre la personne et la société, entre l'individu et le collectif. Ce sont les mêmes règles de conduite, les mêmes normes que l'on trouve dans les consciences individuelles et dans les institutions, telles le droit ou la religion, dans la personne et dans la société.
Le psychique est un phénomène total, écrit Georges Gurvitch, et il n'existe pas, en dehors de préjugés philosophiques dépassés, la moindre raison pour attribuer aux individus les moi pris isolément ou dans leur rapport entre eux, les autrui la capacité exclusive des états mentaux, des opinions et des actes psychiques que l'on refuserait aux collectivités, aux nous, aux groupes, aux classes sociales et aux sociétés globales. La mentalité individuelle, la mentalité interpersonnelle et la mentalité collective ne sont que trois directions du phénomène psychique total. Ce texte de Gurvitch résume bien la position actuelle de la sociologie. Il montre comment se résout l'antinomie que Durkheim semblait supposer entre conscience individuelle et conscience collective. Comme se dissout la fausse opposition entre personne et société, il insiste sur la réciprocité, ou mieux encore sur l'interpénétration du psychique et du social, de l'individuel et du collectif. Le sens commun nous induit trop aisément à percevoir la réalité sociale soit dans les termes d'un individualisme et d'un psychologisme élémentaire. La nature humaine est toujours la même, dans la société. Chacun poursuit son intérêt, soit à travers un sociologisme nominaliste, la société, il, le peuple, la masse. Il est donc important d'affirmer avec vigueur l'optique globale, à la fois plus réaliste et plus fondée dans la théorie qu'adopte la sociologie lorsqu'elle définit l'action sociale par la référence à des modèles individualisés en même temps que supra-individuels, immanents aux personnes et les transcendants, vécus en chaque conscience et pourtant imposés de l'extérieur. La standardisation des conduites s'appuie sur des sanctions répressives et gratificatrices et est en conséquence le produit d'une contrainte. Mais, comme l'a montré Talcott Parsons, cette idée de contrainte, même chez Durkheim, représente bien moins une pression extérieure exercée sur les individus qu'une obligation morale personnelle à laquelle chacun obéit à la puissance de Seth. Si l'on veut parler de contrainte sociale, il faudrait dire que, dans toute collectivité, chaque membre est en même temps objet d'une contrainte exercée par les autres, agent de la contrainte qui s'exerce sur les autres et sujet de la contrainte qu'il s'impose à lui-même. Le contrôle social peut sans doute être représenté ou exercé plus particulièrement par certaines institutions ou par certains agents, cours de justice, corps de police, contremaîtres, etc. Mais il est en même temps diffus et généralisé, chacun l'exerçant sur soi et sur les autres, chacun en étant l'agent et l'objet. Ainsi, la sanction et le processus de socialisation se renforcent-ils l'un l'autre pour donner au modèle ce que nous avons appelé plus haut leur force de persuasion et de dissuasion. Les sanctions font en effet partie du processus de socialisation. Les agents de socialisation recourent à elles pour appuyer l'intériorisation des normes. En outre, les effets de la socialisation s'étendent et durent par suite de l'appui des sanctions. Par ailleurs, la socialisation fait que les modèles, les rôles et les sanctions en viennent à faire partie intégrante de la personnalité psychique de l'individu, de sorte que la correspondance de la conduite aux normes est non seulement acceptée, mais encore désirée, voulue, recherchée par les acteurs eux-mêmes.